On va passer à la seconde partie de cette émission, les bons réflexes au quotidien. Les bons réflexes au quotidien, alors que certains s'installent autour de nous. On est en direct, hein, donc là, on a fait du sport. Hein. Ça va, pas trop essoufflé? Ça va? Ça va. Vous êtes bien? C'est bien, c'est le principal. Les bons réflexes, donc, on peut le dire, pour ne pas être en surpoids. Voilà, on va en causer tout de suite avec Alain Fauré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de la CPAM de la Sarthe. C'est ça. Voilà, et vous allez nous parler de toutes les actions que vous avez pu mettre en place, et entre autres d'ateliers. Exactement. Et d'un accueil. Entre autres. Entre autres, voilà. À vos côtés, il y a le docteur Claudine Weck. Bonjour, docteur. Bonjour, Julien. Oui, parce que vous vouliez peut-être que je passe au monsieur d'à côté avant vous. Je ne suis Mais pas je fais un petit peu ce que je veux. À côté du monsieur, en fait. Je fais un peu ce que je veux. D'accord. Vous êtes médecin nutritionniste à la clinique du Pré. Tout à fait. Vous nous parlerez de votre métier et de l'accompagnement. D'accord. Merci beaucoup. Charlène Arzeux. Bonjour. Bonjour. On parlait de sport tout à l'heure, en tous les cas de discipline physique. Oui, tout à fait. Parce que vous n'aimez pas parler de sport, hein? Non, c'est de l'activité physique. Voilà. Le sport a une connotation trop compétitive. D'accord. On ne fait pas de compète? Non. Bon, on parlera tout à l'heure de ce que vous nous proposez au sein de EPGV. La Fédération d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Fédération D'accord. Sport Santé. Et on revient à Olivier Dabé. Bonjour. J'ai envie de dire, on finit par le dessert. Vous êtes chef cuisinier espiègle gourmandise. Oui, bonjour. Voilà. Vous êtes membre de l'Académie culinaire française et des toques blanches. Oui. Alors les gens qui nous regardent disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Pourquoi? Parce qu'on peut se faire plaisir, tout simplement. On en parlera dans quelques minutes. Voilà. Et le plaisir est très très important. Monsieur Fauré, à la CPAM de la Sarthe, vous êtes engagé depuis 16 ans dans une démarche qui est assez originale. Vous êtes appuyé sur une étude de l'OMS. Alors effectivement, la démarche est d'ailleurs de moins en moins originale, et tant mieux. D'accord. On s'est appuyé sur un constat qu'a fait l'OMS depuis de nombreuses années pour déterminer les raisons pour lesquelles vous ou moi sommes en bonne ou en mauvaise santé. Et parmi ces raisons, le soin explique 15% de la bonne ou la mauvaise santé à l'échelle de la planète. On va trouver d'autres déterminants comme la génétique, l'environnement et bien sûr le comportement individuel. Et nous, en Sarthe, on s'est dit, notre métier, c'est d'abord de rembourser les soins des assurés. Donc on s'est dit, allons au-delà de cette démarche de rembourseurs de soins et essayons d'amener et d'offrir aux Sartois les moyens de gérer leur capital, pour gérer leur capital santé, pour prendre en main leur santé. On prend les devants, en fait. On Alors, cible. On prend les devants et on travaille sur son comportement personnel. Si je prends le meilleur contre-exemple, ça va être le tabac. Si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans, vous n'êtes pas sûr de développer un problème pulmonaire. Maintenant, vous vous en donnez tous les moyens. A contrario, on peut avoir des pratiques très positives de plaisir aussi, parce que ça, on en a beaucoup parlé dans la table ronde précédente, mais le plaisir est important dans cette démarche, et nous, on va apporter les éléments pratico-pratiques de vie quotidienne pour gérer sa santé. Alors aujourd'hui, on est là pour se parler de nutrition, d'obésité. Oui, alors nous, on ne s'intéresse pas qu'à la nutrition. D'ailleurs, on s'intéresse plus largement à la nutrition, la santé du dos, la santé du cœur et les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs qu'on peut qualifier d'épidémie. Pour ce qui est de la nutrition... Quand on parle des troubles squelettiques, c'est le mal de dos, tout simplement, hein? Non, c'est poignets, coudes, épaules. D'accord. Qui sont des choses assez différentes du dos. Okay. Mais qui sont très invalidants et qui engendrent des souffrances réelles et masquées la plupart du temps. D'accord. Revenons à l'obésité et à la nutrition. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes de l'obésité du tout. On est plutôt des généralistes de la nutrition. Et donc, on propose à la fois des ateliers sur un programme qui permet d'apprendre à bien s'alimenter, à bien bouger, parce que les deux vont ensemble. Il ne faut pas les dissocier, c'est important. Bien s'alimenter, donc on va avoir des ateliers où, par exemple, on va apprendre à lire les étiquettes des produits alimentaires. Si vous voulez bien vous alimenter, il faut d'abord savoir faire ses courses. Pour faire ses courses correctement, il faut comprendre ce qui est écrit sur les paquets de céréales, sur les yaourts que vous achetez. Et ça, on le fait avec des professionnels de santé, des diététiciens, des nutritionnistes, et on le fait aussi avec la grande distribution. C'est-à-dire, très concrètement, les participants à l'atelier viennent avec leur propre paquet alimentaire de leur placard. Avec la diététicienne, ils apprennent à découvrir ce qui est écrit dessus et comment sont fabriqués ces produits. Et ensuite, ils vont au supermarché faire les courses, parce qu'il faut aller au bout de l'histoire.
Il y a aussi des ateliers autres que cela? Il y a des ateliers de cuisine, c'est la démarche d'après. Il y a des ateliers d'activité physique avec de la marche nordique, on en parlait avec vos interlocuteurs précédents, et d'initiation à tout un tas d'autres activités physiques. Nous non plus, on ne parle pas de sport, hein, on parle vraiment de logique de manger-bouger du PNNS. Et parce qu'on sait que c'est ça qu'on a besoin au quotidien. D'autant plus que sur l'activité physique, les études les plus récentes soulignent et renforcent l'importance à accorder à l'activité physique par rapport à l'alimentation. Dans les deux cas, les recherches sont récentes. Hein, on parle pas de... Pendant de nombreuses années, les objectifs de santé généraux ont été de nourrir la population. Et puis depuis 25 ans, on se dit qu'il faut bien la nourrir. Donc forcément, les recherches sont récentes. En alimentation, on a vraiment bien travaillé depuis ces dernières années. On sait ce qu'il faut faire et pas faire. Et en activité physique, on commence à le savoir de mieux en mieux également. Alors vous avez ici un endroit où sont concentrés, on va dire, tous les conseils et ateliers et autres. C'est l'agence de prévention santé, je ne me trompe pas, c'est au Mans, hein. Oui, c'est-à-dire que la démarche, c'est une démarche de prévention forte qui vise à toucher le plus grand nombre possible de Sarthois, et ça passe par un magazine, ça passe par des ateliers, et ça passe par une boutique de santé, une agence de prévention. Il se trouve qu'on en ouvre une nouvelle dans 8 jours à la gare Nord au Mans, boulevard Robert Jarry. Dans cette boutique, on trouvera quoi? On trouvera des professionnels de santé qui animent des ateliers sur les thèmes que j'ai cités tout à l'heure. On trouvera également des conseillers de l'assurance maladie qui vont orienter les assurés vers les professionnels, vers les associations. Donc on a ici un partenariat fort avec un grand nombre d'acteurs en Sarthe. Et cette agence est évidemment ouverte du mardi au samedi pour répondre aussi aux besoins des assurés sartois. On parlait tout à l'heure de prise de conscience de la société. Je crois qu'à partir du moment où la CPAM commence et depuis un certain temps maintenant s'y est mis. Un grand merci, un grand bravo à la Sarthe. Je vais rassurer monsieur, c'est pas toutes les CPAM. Hein. C'est pas toutes les CPAM, il y en a 22 maintenant qui sont entrés dans la démarche. Tant mieux, tant mieux. Peut-être pas... Là, l'Agence régionale de santé a un vrai rôle à jouer qui est de mailler ce territoire et d'utiliser ces moyens-là. Et je pense que c'est un vrai rôle que doit avoir la CPAM de travailler sur la prévention. Si on veut enrayer une maladie chronique ou si on veut diminuer, je vais parler argent, le simple remboursement de toutes les pathologies associées à l'obésité et qui coûtent énormément aux caisses. C'est pas de mettre ce tabou supplémentaire en disant puisque tu es gros, je vais arrêter de rembourser tes soins. C'est vraiment de travailler au quotidien et d'accompagner au quotidien les personnes en souffrance et aussi celles qui ne le sont peut-être pas encore, mais qui ont besoin d'avoir ce message d'information pour être de plus en plus acteurs consommateurs au lieu d'être consommateurs passifs. En fait, la démarche santé active en Sarthe, on l'a évaluée avant de pouvoir la généraliser progressivement sur l'ensemble du territoire français. On l'a évaluée en 2009-2010. À partir du club santé active, on a 4000 Sartois qui ont adhéré à ce club. On a comparé leur consommation de soins. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la visite chez le médecin, c'est la consommation de médicaments, c'est les soins de kinésithérapie. On a comparé ces consommations de soins avant et après leur entrée dans le club et avec des échantillons de population comparables. Et on a démontré que économiquement, c'était probant. Mais aussi sur le mieux-être. Nous, on n'est pas des médecins, c'est pas notre métier. Par contre, quand on voit un indicateur comme la consommation de médicaments antidouleurs diminuer, on sait qu'il y a un mieux-être. Les arrêts de travail. Et les arrêts de travail, bien sûr. On a donc parlé de la CPAM, des professionnels, des associations. On va maintenant s'intéresser à la thématique en entrant dans le quotidien des gens obèses ou en surpoids. Avec vous, docteur Evek, vous êtes donc médecin nutritionniste. Vous pouvez nous rappeler votre rôle en quelques mots? Vous allez me dire c'est facile, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques... Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que vous faites. Alors, médecin nutritionniste, en fait, donc, moi, à la base, je suis généraliste avec une compétence en nutrition. On va peut-être dire tout de suite la différence entre diététicienne et nutritionniste. Je vous en prie. C'est souvent une question qui revient. Oui. En fait, la diététicienne a une profession paramédicale. Elle passe son bac et puis après, elle fait une formation de diététicienne en 2 ans et demi à peu près. Elle conseille. Elle conseille sur un plan alimentaire en particulier.
Et moi, j'ai fait des études de médecine, donc je suis médecin et j'ai une compétence en nutrition en plus de la médecine générale. D'accord. Donc ici au centre, j'interviens. En fait, je vois en consultation tous les patients qui viennent au centre Chrysalide de la clinique Dupré parce qu'ils souhaitent perdre du poids. En général, soit ils s'adressent directement à la consultation de chirurgie avec le docteur Jagot parce qu'ils souhaitent être opérés, bénéficier de chirurgie bariatrique, soit ils souhaitent maigrir sans se faire opérer, et je les vois en première consultation. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vais toujours les rencontrer pour évaluer. Oui. Je vous en prie, pour évaluer. Pour évaluer en fait la motivation, qu'est-ce qui les pousse, quelle est leur demande réelle, qu'est-ce qu'ils attendent pourquoi est-ce qu'ils veulent maigrir. C'est la première question que je pose. Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir ? Qu'est-ce qui vous pousse ? Et les réponses sont variées. Souvent, effectivement, il y a un mal-être. Il y a souvent, la première réponse, c'est les problèmes de santé, c'est le docteur qui me pousse. Ça dépend. Il y a beaucoup de réponses différentes, mais de toute façon, en général, il y a une grande souffrance derrière l'obésité. Quand on a préparé cette émission, ce que je vous ai appelé pour en creuser un peu, vous m'avez dit que souvent on vient vous voir en disant « faites-moi maigrir ». Oui. Et vous m'avez dit non, c'est pas ça la démarche. Voilà. C'est à vous de Effectivement, maigrir. Je ne vais pas vous faire maigrir. C'est aussi une des premières questions que je pose. Quelle est la motivation ? Pourquoi est-ce que vous voulez maigrir ? Et c'est vrai que assez fréquemment, les gens demandent j'aimerais maigrir. Je dis vous aimeriez ou vous avez décidé de maigrir ? C'est pas la même démarche. Est-ce que c'est vous qui le souhaitez ou est-ce qu'on vous incite ou est-ce que vous aimeriez bien ? Mais pour le moment, vous ne pouvez pas parce que vous avez fait plein de régimes et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas chez moi, les régimes. C'est souvent la réponse que j'ai aussi. Ça. Alors, vous n'êtes pas toute seule à travailler avec les personnes en surpoids quand elles viennent vous voir, parce qu'on l'a bien compris, il y a effectivement la nourriture, il y a aussi un accompagnement psychologique. Tout à fait. Vous marchez en tandem, plus. En trio. En trio. En fait, il y a donc effectivement dans l'obésité, il y a le poids, il y a le mal-être psychologique, il y a les conséquences médicales, on n'en a pas encore parlé, mais ce qu'on appelle les comorbidités, hypertension, diabète, cholestérol, syndrome d'apnée du sommeil, toutes ces complications qui sont des vraies maladies. Et puis, excusez-moi, je vous arrête tout de suite. Parce que, non, c'est interpellant ce que vous venez de dire là. C'est qu'on dit que l'obésité n'est pas une maladie, mais qu'elle entraîne des maladies. Oui. Des vraies maladies. Maladies. Non, j'ai dit des vraies maladies parce que... mais ça n'a rien de choquant, mais c'est vrai que c'est par rapport à ce que disait madame tout à l'heure, où on ne reconnaît pas l'obésité comme étant une maladie, mais l'obésité entraîne des maladies. Tout à fait, oui. En fait, les gens se présentent quelquefois en disant « je suis diabétique ». Tout à fait. En fait, il y a une obésité et un diabète. Mais on vient me voir en me disant « je suis diabétique » et le docteur me demande de maigrir. Sauf que la pyramide, c'est surpoids, obésité qui va entraîner du diabète, de l'hypertension. Le socle, c'est surpoids, obésité. Donc, c'est une maladie. Donc il faut traiter l'obésité. Et donc le diabète, l'hypertension, ce ne sont pas des vraies maladies, ce sont des maladies identiques à l'obésité. Vous le dites, il faut maigrir sans souffrir. Oui. Ça veut dire ? Ça veut dire que maigrir, on en a parlé tout à l'heure, pour l'amaigrissement, pour maigrir, les gens ont fait souvent une multitude de régimes. Souvent, on ne sait pas, mais les régimes commencent dès l'enfance. Je vois des enfants de 8 ans qui ont déjà fait un premier régime. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand je pose la question depuis quand est-ce que vous avez trop de poids, on me répond ça a commencé à l'adolescence, à l'âge adulte, avec les grossesses. Et l'âge du premier régime, c'est 8 ou 9 ans. Ça veut dire qu'il y avait déjà trop de poids à ce moment-là et que quelqu'un l'avait noté. Alors, c'est la maman qui essaie de faire maigrir, c'est l'infirmière scolaire qui envoie. Du coup, je ne sais plus ce que je dis. Vous étiez en train de nous dire que souvent, ça remonte à loin. Ça remonte à loin, c'est ça. En fait, il faut un accompagnement dès le départ. Il faut un accompagnement dès le départ, effectivement. Alors, quand il s'agit d'enfants, il faut aussi que les parents prennent en charge, parce qu'on l'a un petit peu dit tout à l'heure, un enfant obèse a souvent un parent obèse. Et quand les parents m'amènent un enfant obèse en me disant il faut le faire maigrir, si les parents, eux, ne se prennent pas en charge, l'enfant ne va pas le faire. Puisque l'enfant, il a beau, même s'il écoute ce qu'on lui demande de faire, il va faire comme ses parents. Petite parenthèse, à la maison, on s'est mis à faire du tri sélectif, vous savez. Voilà, ça n'a rien à voir, mais parce que ma fille a appris le tri sélectif à l'école. Oui. Et que c'est vrai que, comme on l'a sensibilisé à ça, maintenant on est obligé. On a 3 poubelles à la maison, comme tout le monde. Voilà, ou presque. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas par l'école ? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux enfants, dès le premier âge, à manger correctement ?
Voilà. Je vais répondre. Parce que c'est pas spécifique à l'organisme. Juste finir, c'est que nous à la maison, on a une véritable ayatollah du tri sélectif maintenant. Vous voyez mais en fait, les choses changent. Ouais. Vous en êtes peut-être pas encore aperçu, mais elles changent depuis déjà plusieurs années, notamment avec le plan national nutrition santé. Si vos enfants sont jeunes, ils regardent aussi la télé et regardez avec eux des chaînes de télé pour enfants. Vous verrez que la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, elle a disparu. Elle a disparu. Les messages pénètrent les foyers par ce biais-là. Ils pénètrent aussi par l'école. En Sarthe, nous, depuis de nombreuses années, on travaille avec les cantines scolaires de la ville du Mans, qui a fait un gros travail sur ce point. Et je vois régulièrement mes propres enfants revenir de l'école avec des dépliants, des prospectus pour bien manger. Et le message trop de sucre, trop de gras, trop de sel, il rentre, il passe. Ça prend du temps, mais les choses avancent vraiment sur ce sujet. Effectivement, il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous l'impulsion de Madame Kelly, qui a signé une charte de respect des règles d'alimentation et de vision d'image et de télé, avec quasiment toutes les chaînes, avec les sociétés de production, avec les publicitaires. Donc effectivement, on voit de plus en plus d'émissions qui sont... Alors, c'est pas le dîner que tout le monde connaît, mais ça va être des messages vraiment clairement identifiés sur l'équilibre, sur le plaisir, associer l'activité physique. On voit de plus en plus de petits messages vers les enfants et les adolescents. Mais on disait qu'un enfant en surpoids, souvent le parent était en surpoids. C'est une réalité du terrain. Les écoles, c'est passionnant et c'est par les enfants que le message va passer. Pour autant, n'oublions pas une chose, le message bougermanger.fr, le message du PNNS, c'est un message général. Ça n'était pas au départ un message qui était créé pour l'obésité. D'accord ? Aujourd'hui, on en fait l'arme fatale du message qu'il faut avoir pour les personnes en situation d'obésité. Quand vous êtes une personne que vous voyez sous une céréale chocolatée dont on taira le nom, mangez moins gras, moins sucré, et que vous ne possédez pas correctement le langage, la langue française, eh bien vous êtes cette maman que moi j'ai rencontrée et qui pendant 18 mois a nourri ses petits avec cette céréale. Donc faisons aussi attention à ce que nous voyons à travers la télé. La céréale sucrée avec le message en dessous, mangez moins gras, moins sucré, peut induire en erreur. Mais le message du PNNS au départ n'était pas du tout, aujourd'hui on l'utilise comme tel, mais c'était juste un message de bonne conduite, si on peut dire, pour la population en général. On revient à vous et au repas quotidien, moins de calories. C'est ce que vous apprenez en fait aux personnes en surpoids à consommer moins de calories. Moins de calories, je pense surtout qu'il faut... D'abord, il faut parler de plaisir, il faut parler d'alimentation équilibrée, et puis moins de calories par rapport à nos besoins, parce qu'on a tous des besoins différents. Donc dire simplement manger moins de calories, en fait, beaucoup de gens me disent « mais moi, je ne mange pas beaucoup ». Ils n'ont pas le sentiment de manger beaucoup, et quelquefois, ils ne mangent pas beaucoup en volume, mais beaucoup en calories, ou alors, ils ne mangent pas énormément de calories, mais ils ne bougent pas du tout. Donc il faut toujours... Moi, j'explique à chaque fois que l'alimentation doit être en rapport avec ce dont on en fait. On a besoin de se nourrir pour vivre. Hein. La nutrition, c'est vraiment se nourrir. Mais il faut aussi dépenser derrière. Et on en a besoin pour les activités physiques et aussi pour la physiologie. Donc l'alimentation doit dépendre de notre consommation personnelle. Je demande toujours aux gens de ne pas se comparer avec le voisin. Ni la sœur, ni le cousin, ni le beau-frère. Parce qu'en général, on me dit, moi, je mange moins que mon mari ou que ma femme. Et finalement, je suis plus gros. Oui, mais qu'est-ce que fait l'autre ? Qu'est-ce qu'il a comme travail ? Il faut tenir compte du contexte de vie, l'activité professionnelle, le travail posté. On sait très bien qu'il y a des situations dans lesquelles les gens, même avec beaucoup de bonne volonté, ont du mal à garder un poids stable. Parce que quand vous faites les 3-8, que vous passez poste du matin, poste de nuit, poste d'après-midi, que vous avez des horaires de repas complètement décalés, que vous n'avez pas le temps de faire d'activité physique, ou avec difficulté, on peut donner tous les conseils d'alimentation qu'on veut, ça va être difficile. Donc il faut vraiment s'adapter, que l'alimentation soit
Il faut donner des conseils personnalisés en fait aux gens, ne pas dire bah écoutez vous avez qu'à moins manger, bougez plus puis ça ira tout seul quoi. Puis on l'a compris, hein, souvent la nourriture est un refuge. Tout à fait. Et ce que vous disiez tout à l'heure, quand on allume la télévision, qu'on voit tous ces stimuli-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de se réfugier. Voilà. Et il y a beau avoir écrit manger, bouger, quand on a envie de se réfugier, on ne demande rien d'autre que de se planquer dans le placard. Tout à fait, c'est un refuge. Moi, je reviens aussi sur le message, effectivement. Beaucoup de patients me disent, mais alors, il faut manger moins sucré, moins salé, moins gras. Qu'est-ce que je mange au bout du compte? C'est vrai. Parce qu'en fait, on a tous des habitudes alimentaires différentes, suivant ce qu'on a eu comme vie familiale, suivant la région de laquelle on vient. Alors finalement, il faut enlever le beurre, il faut enlever la crème fraîche, il faut enlever l'huile, il faut enlever le sucre. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Et puis le plaisir là-dedans, il est complètement oublié. Alors justement, vous en parlez, le mot magique, c'est plaisir. Il est 10h53 et 56 secondes. Nous sommes donc en direct. Et là maintenant, c'est la mi-temps. La mi-temps avec Olivier Dabé. On va se faire plaisir avec vous. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, on dit manger, faut vos restrictions, etc. On peut se faire plaisir en faisant attention. Mais bien évidemment, on peut se faire plaisir. Évidemment. Voilà. Alors justement, le plaisir passe par la couleur, la décoration des plats, pas uniquement la quantité. Hein. Non, pas la quantité, mais là le plaisir visuel déjà. L'envie de prendre la bouchée, de prendre son plat, son assiette. Et de prendre son temps aussi. De prendre son temps et d'agiter ses papilles surtout. Voilà. Alors justement, cette notion-là, il faut la garder. On va les agiter tout de suite puisque notre équipe, des gourmands, tous en culotte courte, j'ai remarqué, oui. Ils sont venus vous voir. Ils sont venus vous voir, les garçons. Ils se sont régalés d'ailleurs. On verra ça à la fin. Parlez-nous de ce repas que vous nous avez proposé donc. Regardez comme c'est beau. Alors là, j'ai préparé, donc j'ai fait une entrée, un plat et un dessert. En entrée, j'avais fait des salades de feuilles romaines avec une garniture de légumes en brunoise, juste sautée à l'huile d'olive. Ouais. Et après, effectivement... C'est pas vapeur, hein. C'est pas vapeur. Alors ça, c'est le pot-au-feu revisité, pot-au-feu de la marine. D'accord. Et la particularité, c'est que le poisson, j'ai apporté le côté croustillant, le glucide. C'est-à-dire que j'ai pané à l'anglaise et au muesli le dos de cabillaud que j'ai rajouté justement sur mon assiette. Voilà, donc ça apporte une touche originale à ce plat. Donc, comme je disais, en entrée, j'avais fait une salade romaine garnie. Ouais, là, je suis en train de dresser le pot-au-feu. Vous disiez tout à l'heure. Avec des légumes donc cuits à l'anglaise. Magnifique. Gambas, Saint-Jacques. Donc là, on se fait réellement plaisir. Réellement plaisir. Là, je suis en train de dresser donc un dessert. Un dessert à millefeuille de chocolat. Calmez-vous, Marie. À 80%. Avec une mousse de framboise, avec une crème végétale et des framboises fraîches. Voilà, donc on peut se faire plaisir réellement. Est-ce que ça veut dire aussi que le plaisir passe par la préparation? Alors, on mange déjà en préparant. Bien évidemment, comme je rejoignais M. Forêt, je fais aussi beaucoup d'ateliers culinaires dans mon laboratoire. Ouais. Et je reçois tout type de personnes. Hein. Et effectivement, il faut impérativement donner plaisir à produire, à faire. Quand on a déjà ce plaisir-là, on va retrouver certainement l'envie de manger et se faire plaisir et faire plaisir aussi à ses invités. Et ça passe aussi par le fait de effectivement préparer, ne plus se servir de plats cuisinés, non. De plats déjà prêts. Non. Ça veut dire avoir à la maison les légumes, viande, etc. Voilà. Les préparer soi-même, exactement. Au lieu de se jeter dans le frigo. Parce que vous savez, le temps qu'on passe à aller acheter ces plats préparés en grande surface, ce temps-là, on peut le passer sur le marché. On peut le passer chez ces commerçants, ces artisans, qui vont vous donner des bonnes viandes, des bons poissons, des bons légumes à proximité, et puis les cuisiner sous formes différentes. Voilà. Et des légumes de saison. Et les légumes de saison. Ce qui permettra de redécouvrir le goût de la tomate qui, au mois de décembre, n'en a pas. Ah, c'est vrai. Exactement. Exactement. Ouais. Ça, c'est aussi il y a une grosse importance, parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure, mais il y a aussi des adultes. Aujourd'hui, on perd les saisonnabilités des légumes et des fruits. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez des fraises toute l'année chez certains grossistes, et c'est juste inadmissible. Voilà, la fraise, c'est le printemps, l'été. Le potimarron, c'est à l'automne. Les champignons, c'est l'automne. À un moment donné, on s'y perd.
À vous écouter, on se rend bien compte qu'il faut réfléchir à ce que l'on mange, quoi. Mais bien sûr, Voilà. il faut réfléchir. Il faut avoir l'envie de cuisiner, il faut avoir envie de se faire plaisir. Alors avec vous, on a mangé, maintenant on va bouger. Oui, c'est facile. On va bouger, Mangerbouger.fr. Ouais, tiens. Charlène, donc vous représentez ici EPGV. Oui, la Fédération Éducation Physique Gymnastique Volontaire. Oui. Vous êtes reconnu sport santé. Oui, tout à fait. On est vraiment sur des activités physiques de maintien du capital santé. Et le lien est toujours fait avec le quotidien. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas les personnes pour qu'ils simplement viennent transpirer avec nous. Tous les gestes qui sont faits et tout le travail qui est fait avec nous a une utilité et on demandera aux personnes de le réutiliser dans leur quotidien. Alors que proposez-vous, vous, en tant qu'activité? Alors nous, on est une fédération qui n'a pas une activité, c'est pour ça qu'on est méconnu. On s'appuie sur un maximum d'activités physiques qui sont très diversifiées, très variées, et on forme nos animateurs sur un maximum d'activités. Par exemple? Alors on va se servir des activités dites douces, comme le yoga ou la sophrologie, Qigong. On va avoir des activités qui sont plus fitness, comme le LIA, le step. Et on a aussi des activités tout dépendra de la salle dans laquelle on pratique et du groupe qu'on a face à nous. L'animateur, il doit dans un premier temps observer le groupe, savoir ce que ce groupe peut faire et quels sont ses besoins et ses manques pour pouvoir faire son programme d'activité et puis dérouler sur un maximum d'activités. Si je prends l'exemple de la coordination, si l'animateur a remarqué un manque de coordination dans les gens qu'il a face à lui, il va pouvoir effectivement proposer peut-être un petit peu de jonglage sur une séance. La séance d'après, il sera toujours sur de la coordination, mais les personnes seront peut-être sur un step, avec un travail sur le step. Et puis après, s'il a un gymnase, il fera peut-être du hand pour dissocier et coordonner le haut et le bas du corps. Mais les personnes seront toujours dans le même type de travail. Par contre, elles ne feront pas du tout la même chose. On parlait tout à l'heure d'idées reçues. Parmi les idées reçues, il y en a une qui revient assez fréquemment, c'est les personnes en surpoids, les obèses, ne peuvent pas faire de sport. Eh bien non, au contraire, comme le disait le docteur Weck tout à l'heure, il y a cette balance énergétique, il faut manger en fonction de ses besoins. Et le fait de faire de l'activité physique, c'est le côté dépense. Donc c'est l'autre côté de la balance. Et nous, on propose effectivement un atelier en Pays de Loire sur les ateliers passerelles qui sont financés par l'ARS et puis la Direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale. Et c'est vraiment dans ces ateliers que les personnes arrivent après les prises en charge en clinique. On est entre nous. C'est une première étape avant justement d'aller affronter le regard des autres pratiquants. Et on est sur des objectifs d'adaptation à l'effort, de gestion de l'effort, donc de la connaissance de soi, et aussi retrouver une certaine estime de soi par le progrès et la réussite qui est mise en place via des suivis individuels. Est-ce qu'il y a des conditions pour venir faire des activités sportives, physiques, avec vous? La seule condition, c'est d'avoir un certificat médical qui ne contre-indique pas la pratique. Et puis ensuite, on met en place 2 séances d'essai. Ce qui fait que les personnes peuvent venir voir comment ça se passe. Je parlais des ateliers passerelles, on en a 2 sur Le Mans, à des jours et des horaires différents. Donc les personnes peuvent venir essayer. La compétence de l'animateur, comme je vous le disais, comme on est sur un maximum d'activité physique, tout dépendra de la formation de l'animateur et puis aussi un petit peu de sa personnalité. Donc il faut que la personne puisse tester. Donc il y a 2 séances d'essai, et ensuite elle s'inscrit directement auprès de l'animateur. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'activité physique et non pas de sport. Et pourtant, vous avez mis en place un challenge. Oui. Alors, le challenge, c'est il n'y a pas de compétition, si ce n'est une compétition avec soi-même. C'est l'activité marche nordique sur laquelle on s'est appuyé, puisqu'effectivement, la marche nordique est une activité assez adaptée pour les personnes en surpoids. Et pour quelle raison ? Parce qu'elle permet, on est sur de la quadrupédie avec les bras, et donc on mobilise tout le corps. Quadrupédie. C'est-à-dire qu'on utilise à la fois les appuis des pieds et les appuis avec les bâtons.
Ok. Donc on a 4 appuis au sol. Donc il n'y a pas de problème de danger, entre guillemets, pour les rotules, par exemple. Voilà, Pour les c'est ça. personnes Une des adaptations Ouais. effectivement qu'on a sur les activités qu'on choisit pour les personnes en surpoids, c'est de préserver un maximum les articulations, puisqu'il y a une charge corporelle qui est plus importante pour les personnes en surpoids. D'accord. Donc la marche nordique. Voilà. Donc la marche nordique, effectivement, on a mis en place ce challenge et on l'a mis en place sur 2 fois semaine. Parce que c'est vrai que les gens viennent nous voir en nous disant, un peu comme les diététiciens ou les nutritionnistes, je veux maigrir. Sauf qu'à 1 fois semaine, nous on sait que c'est de l'entretien de la condition physique et non pas de l'amélioration. Donc là, ce challenge-là a été mis sur 2 fois semaine et sur une période assez longue de 6 mois. Ce qui fait que la personne va vraiment s'engager et essayer de travailler tout au long de ce challenge. Ce qui va leur permettre, le 6 décembre prochain, de réaliser une distance en marche nordique pour le Téléthon. Et cette distance sera globalisée pour le groupe, mais chacun y apportera sa distance personnelle, puisqu'on reste vraiment, nous, sur un suivi individuel. Donc l'animateur va avoir ce qu'on appelle une pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'il va aller adapter tout ce qu'il propose aux personnes. S'il y a des, je reviens sur le certificat médical, hein, s'il y a des problèmes au niveau de l'épaule ou au niveau des genoux, justement quoi que ce soit, c'est pas forcément une contre-indication. Nous, l'animateur s'adaptera à la personne et il adaptera l'exercice aux spécificités de chacun. Ok. Pour venir vous rejoindre, sportsanté.fr. Oui, tout à fait. www.sport-santé.fr. Okay. C'est une plateforme qui permet effectivement, alors pour tout type de personnes, d'avoir des informations sur la façon de pratiquer de l'activité physique pour rester en bonne santé. Alors, nous allons donc clore cette partie des bonnes pratiques pour ne pas aller vers le surpoids ou bien l'obésité avec les questions venues du web. Lorraine ? Oui, Julien. Cécile s'interroge. Peut-on manger équilibré avec un petit budget ? Qui veut répondre ? Moi ? Oui. Moi ? Oui. Je pense qu'on est d'accord. Oui, on est d'accord. Oui. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, on l'a déjà dit, effectivement. On prépare le menu, on fait les courses, on prend des produits de saison, on va sur le marché ou chez les artisans. Et on peut très bien adapter sa cuisine et sa préparation avec un petit budget. On a un atelier à la CPAM qui s'intitule « Manger équilibré à petit budget ». Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Lorraine, une autre question ? Michel Duluth souhaite savoir s'il y a un risque de reprendre le poids perdu. Ah. Si on est en restriction, sûr et certain. Quand on est dans l'équilibre alimentaire, on va durer le plus longtemps possible et plus on instaurera les bonnes habitudes et le bon comportement dans la durée et moins on prendra le risque de reprendre du poids. En l'occurrence, dès qu'on est dans un système restrictif, dans la punition, à partir du moment où j'adore ce mot, comment ils appellent ça, stabilisation. Ah, ça c'est top génial. En fait, stabilisation veut dire reprise de poids. Puisque si vous stabilisez, que vous réintroduisez du chocolat ou le morceau de beurre ou la rondelle de saucisson que vous n'avez ou la rondelle de saucisson que vous n'avez pas mangé depuis un an, vous êtes tranquille. Et alors, comble du comble, c'est que vous ne vous arrêtez pas à reprendre le poids que vous avez perdu. C'est le fameux yo-yo, vous prendrez plus. Faites presque peur quand vous le dites comme ça. Une autre question. Oui, Paul Dumont, est-ce que les médicaments peuvent aider à la perte de poids ? Donc je pense que c'est moi qui vais répondre. Alors les médicaments, donc on peut toujours trouver des médicaments. Après, il faut voir bénéfice-risque. Et pour moi, un médicament qui fait maigrir, il y aura forcément un effet secondaire. Et le risque va être beaucoup plus important que le bénéfice. Donc d'une manière générale, quand les gens me demandent qu'est-ce que je peux prendre comme médicament pour maigrir, je dis on va s'occuper de votre motivation, de votre alimentation, de votre activité physique, du contexte dans lequel vous vivez et pas des médicaments. Et dans le cadre de la maladie obésité, à ce jour, à moins que je ne me trompe, il n'y a pas de médicaments sur le marché pour aider à la perte de poids. Mais il y en a quand même qui ont été vendus. Il y en a qui ont été vendus, on a de bons souvenirs là-dessus, qui en plus n'avaient même pas ce statut-là, qui était pour l'autre pathologie associée à l'obésité qui était le diabète. Mais en l'occurrence, à ce jour, sur le marché en France, les autorisations de mise sur le marché n'ont été données pour aucun médicament aidant à perdre du poids. On parlera tout à l'heure des solutions pour se soigner de l'obésité.
c'est ou chirurgical ou médical. On en parlera dans quelques minutes à peine avec à la fait. troisième partie de cette émission. D'accord. Une autre question, Lorraine? Dernière question, Elodie de Nantes nous demande si son enfant avec quelques rondeurs deviendra obligatoirement un adulte obèse. Non. En réponse, non. Tout dépendra de son mode de vie. Il peut être un petit peu rond à un certain moment de sa vie parce qu'il est un petit peu gourmand, parce qu'il mange comme les frères et sœurs. Ça ne veut absolument pas dire qu'il sera obèse ensuite. Il faut quand même rester vigilant ou pas? Alors, si effectivement, il faut savoir pourquoi est-ce que l'enfant est rond. Est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu gourmand et qu'il est il n'a pas trop de sport à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ou des mauvaises habitudes alimentaires dans la famille, ça peut arriver, ou alors parce que lui aussi a trouvé refuge dans la nourriture, par exemple. Ce ne sont pas du tout les mêmes causes, donc ça ne sera pas les mêmes effets. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, parents, on n'est pas forcément attentifs, on n'a pas forcément les connaissances pour déceler Les deux, ce genre oui. de problématique. Mm. Ça veut dire qu'il faut amener un enfant chez un pédopsychiatre, il faut l'amener voir un nutritionniste dès qu'on a une alerte, enfin, sans avoir peur, on ne va pas rentrer non plus là-dedans, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite s'appuyer sur des professionnels? Je pense que quand on est soi-même, on est un petit peu inquiet, le plus simple, effectivement, c'est d'aller voir le médecin en demandant ce qu'il en pense. Hein, est-ce que vous pensez, là, moi je trouve un peu rond, il y a des âges de la vie auxquels on est un petit peu plus rond. Et à ce qu'on appelle l'effet rebond chez les jeunes enfants, ils mincissent à certains moments, ils grossissent à d'autres. Bon, il ne faut pas qu'ils grossissent trop tôt, mais ils peuvent être un petit peu ronds à certains moments de leur vie. Quand on est inquiet, je pense qu'il faut demander au médecin. Et il y a aussi quand même, moi j'ai pas mal de jeunes patients qui arrivent par les infirmières scolaires, par exemple. Et ne surtout pas interdire la nourriture aux enfants. Non, il faut leur expliquer. Si on leur explique bien, ils comprennent très bien. Ne pas interdire en disant tu n'as pas le droit de manger sucré, salé, gras. Enfin bon, il faut encore une fois, il faut savoir se faire plaisir. Limiter chez un enfant qui est vraiment trop gourmand. Expliquer que les légumes ça existe aussi et que c'est pas forcément mauvais, même si ça a une drôle de tête. Parce que souvent les enfants disent c'est pas bon, c'est pas beau, j'aime pas, ça n'a pas de goût. Faut savoir les cuisiner. Le micro, oui, le micro, avant, le micro, avant de le goûter. micro. Oui, Avant de goûter déjà. Tout à fait. D'aspect, les enfants souvent n'aiment j'aime pas pas. les légumes. D'accord. Et si les parents n'en mangent pas, les enfants n'en mangent pas. Voilà, ce que je voudrais insister concernant les enfants, c'est que c'est vraiment une prise en charge de la famille, dans le sens élargi, parce que ça va jusqu'aux grands-parents, puisqu'aujourd'hui, avec l'activité professionnelle, souvent les grands-parents sont en charge du fameux goûter. Le goûter de 16h30, package chips et bouteilles célèbres. Voilà, hein, on en a vu. Morceau de pain et une barre de chocolat fait 100 fois plaisir à un enfant et est 100 fois meilleur, à moins que je ne m'avance de trop. Non, vous avez raison, Mais voilà. sauf que souvent c'est présenté comme étant un goûter un peu pauvre, Voilà. entre guillemets. C'est ça. Du Donc pain, c'est on me dit, du pain, vous croyez? Je dis oui, ça serait bien mieux qu'un biscuit. Ah oui, mais il faut convaincre. Hein. On parlait tout à l'heure des stimuli de la société de consommation, Oui. on n'en est pas sorti. Tout à fait. Voilà.